Hello le dresseur, hello le collectionneur, c'est Tom, card coach, j'espère que ça va aujourd'hui. C'est un plaisir de faire cette vidéo, c'est un plaisir d'avoir créé cette chaîne. Je tiens à vous remercier de liker, de partager, de vous abonner. Vraiment, je vois depuis le concours que j'ai fait, franchement, et félicitations à la personne qui a gagné le booster de EV9. Aujourd'hui, on est sur une vidéo qui est un peu différente. On est un peu plus dans la playlist où on parle du monde Pokémon, où on va savoir qui a créé les cartes Pokémon. Ensuite, on aura des interviews exclusives. On va découvrir aussi les graphismes dans l'art, comment Pokémon a réussi à identifier des cartes Pokémon d'une manière artistique et non comme un jeu, même si c'est comme ça que ça a été conçu de base. Vous avez une première vidéo qui parle de ça, sur comment fonctionnent les cartes Pokémon, comment ça a été créé, mais aujourd'hui on rentre dans les illustrations. Donc c'est vraiment une vidéo chill, vous pouvez vous poser, boire un thé ou un café, prendre vraiment le temps d'écouter par rapport à mes recherches. Donc ça va être pas mal un peu dans la lecture, c'est logique pour la simple bonne raison que ce sont des articles et j'ai écrit pour vous permettre vraiment de connaître vraiment les illustrations. Et si vous voulez démarrer une collection Pokémon, c'est incontournable, il faut vraiment découvrir qui a écrit les premières cartes et aussi comment ça évolue. Donc première étape, on bascule directement sur les premières illustrations. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai flouté un petit peu la première carte, mais vous doutez bien celle qu'on attend toutes. Donc la première personne qui a commencé à rédiger et à créer les illustrations de cartes Pokémon, c'est Michiru Arita, donc qui est né le 12 janvier 1970 à Fukuoka, au Japon. Donc c'est à la base du clair-obscur. Il a marqué l'histoire des cartes Pokémon avec des illustrations iconiques. Il est aussi connu pour utiliser des techniques picturales comme la pastel ou l'aquarelle. Arita est également un spécialiste du clair-obscur, cette technique souvent utilisée en peinture, mêlant l'utilisation de couleurs lumineuses et de couleurs sombres afin de créer un contraste saisissant. Au fil du temps, les illustrations d'Arita ont beaucoup gagné en réalisme. Voici quelques exemples sur lesquels on va pouvoir se positionner afin de voir qu'est-ce qu'il a créé ce dessinateur. Et là, on voit véritablement qu'on a la carte iconique du Dracofeu édition, première édition, et on voit aussi qu'il a illustré quelques Pikachu, donc connu par illustrer le célébrissime Dracofeu du set de base. Il est également à l'origine de dessins particulièrement marquants comme le Raichu obscur de la Team Rocket ou les cartes Trophée Pikachu, celles qu'on voit un petit peu en dessous, distribuées lors des premiers tournois Pokémon, pour ne pas citer d'autres cartes, car il y a beaucoup de cartes, mais pour rester un peu succinct et dans la simplicité, j'ai préféré mettre ces trois cartes. Donc on peut voir qu'il y a quand même plusieurs illustrateurs qui ont intervenu dans le monde Pokémon, mais c'est l'un des premiers que j'ai pu constater qui a vraiment marqué le temps avec le set de base. Ensuite on peut voir la deuxième étape, une autre personne qui a mis son dévolu dans les cartes Pokémon, donc c'est Ken Sugimori, pilier d'illustration Pokémon, a défini l'identité visuelle de la franchise en créant la majorité des Pokémon, que ce soit des cartes communes, des holos ou autres. C'est vrai qu'ils ont vraiment mis chacun leur patte, et ce qui permet d'avoir vraiment une sorte de dynamisme à travers les graphismes, et ce qui a permis aussi à Pokémon d'étoffer et d'améliorer. Et j'ai aussi trouvé une troisième personne qui est importante dans le monde Pokémon, où j'ai trouvé une carte sur le web où elle a pu signer, c'est Atsuko Nishida, une autre artiste influente dans le domaine des cartes Pokémon et illustration. Elle a créé de nombreux personnages humains de l'univers Pokémon, ainsi que de nombreux Pokémon, dont le petit Pikachu qu'on voit, qui est pour moi une réussite totale pour le Pikachu. Et Dracofeu, Nishida utilise une technique d'aérographe et applique des couleurs douces sur l'illustration, créant une atmosphère apaisante et harmonieuse. L'illustration de la lumière est centrale dans ses créations, ajoutant des caractères lumineux aux Pokémon dépeints. Donc ce qui fait que vraiment on arrive à avoir une sorte de belle profondeur dans les cartes Pokémon, et aussi par rapport aux illustrations, aujourd'hui en 2025, bien évidemment, on voit qu'il y a vraiment une grande évolution, surtout sur les alternatives. Donc vraiment il y a de la profondeur, on va tout doucement chercher l'œuvre d'art, plutôt qu'un 5 Pokémon qui était à l'effigie d'une Game Boy, et on va y venir dès maintenant d'ailleurs. La deuxième étape, on est directement sur qu'est-ce qui se passe derrière les dessins des illustrations de JC Pokémon. Donc j'ai trouvé un autre artiste qui lui a mis en place une vraie stratégie autour de ça. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir qu'il y a vraiment une surprise à travers comment les cartes Pokémon sont configurées. C'est vraiment un secret exclusif. Donc Atsushi Furusawa, illustrateur de cartes Pokémon depuis 2021, il a fait ses débuts dans le JCC Pokémon après avoir postulé pour le premier Grand Prix d'illustration du jeu de cartes à collectionner Pokémon en 2018. Depuis, il est en charge de l'art des cartes promotionnelles distribuées lors d'achats anticipés. Bonus pour les jeux Pokémon Légende, Arceus, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.
il aime les Pokémon aux formes simples, notamment Magnéti. Ce que j'ai pu trouver avec cet individu, c'est qu'on a un interview, donc d'une page web que j'ai trouvée, où la personne expliquait vraiment comment elle crée ses cartes et comment véritablement elle voit les Pokémon, comment elle les ressent. Donc je vais faire une lecture, donc si jamais vous avez besoin, détendez-vous, hein, on se fait une petite vidéo sympathique. Donc on va parler maintenant donc du dessin jusqu'à la carte avec une petite illustration écrite de l'interview. C'est parti. Pour revenir à ce que j'ai fait comme recherche, Atsushi Furukawa, pour créer ses illustrations de ses Pokémon, s'immerge dans une recherche holistique du Pokémon, explorant son Pokédex, son gameplay et son contexte narratif. Il organise via des cartes mentales, tout en intégrant sa propre perception. Il sélectionne ensuite rigoureusement une carte et une ambiance qui met en valeur le Pokémon, souvent en privilégiant des arrière-plans réalistes et symboliques. Son processus inclut une exploration formelle avec des croquis et une simplification des formes, suivie d'une phase où véritablement on voit qu'il met tout en œuvre de A à Z pour que la carte au final puisse avoir un meilleur rendu, tout simplement. Donc on peut voir aussi qu'au niveau de son processus et au niveau de comment il affine ses brouillons grâce au retour des créatures et des Pokémon Company, lors de la création de l'art final, il accorde une attention particulière aux détails essentiels du Pokémon et conçoit des arrière-plans détaillés qui renforcent l'échelle du réalisme, utilisant les effets visuels avec parcimonie et justification narrative. Enfin, il se soucie profondément de la réception de son travail par les joueurs, valorisant leur retour et suivant leurs réactions. On peut voir véritablement que l'Arcana est mis dans un endroit où on peut vraiment le mettre en avant. Et ce qui m'a fasciné, moi, c'est vraiment les croquis, le fait de passer de rien à vraiment quelque chose de final. Et je trouve ça vachement beau, en fait, de pouvoir avoir la capacité de créer une sorte de film cérébral en imaginant le Pokémon dans cette carte-là, en se disant, mais en fait, qu'est-ce qu'il va faire dans cette carte? Donc ce que j'ai fait à partir de là, j'ai mis en place les secrets des illustrations parce que oui, dans les cartes Pokémon, il y a des secrets. Chaque auteur, chaque artiste met la main à la pâte et on peut voir qu'il y a vraiment des stratégies super sympathiques. Si jamais vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à ce moment précis que ça vous plaît de connaître les secrets en commentaire, mettez-moi secret, mettez-moi go, ça me permet de savoir où vous en êtes dans la vidéo et savoir si vous appréciez. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à rester jusqu'au bout. Alors voici le secret de l'illustration. On voit qu'en fait, on est là pour oublier la routine. Donc Arika Komayama, faut pas m'en vouloir, c'est un peu difficile pour moi au niveau des noms japonais. Tel un conteur d'épopée miniature, il a décidé de nous embarquer dans une aventure touchante, celle du lien affectif entre un jeune dresseur et son salamèche survolté. Imaginez des vignettes d'un manga vibrant, d'abord un salamèche plein de fougue et un dresseur curieux. Mon salamèche est tellement exubérant, je me demande si nous pouvons devenir amis. Donc on voit vraiment sur la première étape où on fait une image, puis le voilà inséparable, partageant les secrets et des rires, mon ami précieux qui est toujours avec moi. J'ai tellement de choses à lui dire, donc il met en place vraiment une sorte de petite valeur émotionnelle. Enfin, l'apothéose d'une amitié forgée dans l'épreuve, une promesse gravée dans le temps. Quoi qu'il arrive, et si nous restons ensemble, nous pouvons nous en sortir pour toujours et à jamais. Donc Komayama nous offre par une simple illustration, donc sur 3 évolutions, une tranche de vie de Pokémon, plein d'émotions et d'évolutions partagées. On voit vraiment qu'il est petit enfant avec le salamèche, il le fait grandir avec son reptincelle et on voit qu'il est dans la neige avec son Dracofeu. En mode, voilà, je suis présent. Et je trouve ça super, en fait, même pour collectionner, parce que même nous, ça nous donne envie d'avoir ce genre de cartes pour nous faire vibrer à travers vraiment les illustrations. Et je trouve ça beau, en fait. Donc là, il y a un premier secret qui nous laisse à penser que c'est le personnage qui fait évoluer le Pokémon. Ils évoluent ensemble. Et j'ai trouvé un autre secret, une autre illustration, où là, ça va un peu plus loin. C'est avec un Tarsal. Accrochez-vous, car Jiro Sasumo nous sert une tranche de vie. Pokémon aussi attendrissante qu'une sieste de ronflex. Imaginez un jeune couple, les clés de leur nid douillet à la main et leur adorable Tarsal qui gambade joyeusement. Le temps file à toute vitesse, les cigognes font leur show et hop, le coup de pompon, tandis que Tarsal, avec sa grâce naturelle, se métamorphose en une élégante Kirlia, probablement la nounou la plus stylée du quartier. C'est énorme. Fast forward jusqu'à la retraite, bien mérité, les pantoufles et les après-midi tranquilles. Et Kirlia, hop, elle a éclos en un majestueux garde-voix.
veillant sur ses humains avec une affection qui sera fondre un cœur de Stélix. Sasumo nous dépend une saga familiale où l'évolution Pokémon rime avec les grandeurs étapes de la vie, le tout saupoudré d'une bonne dose de waouh. Et oui, parce que là on peut voir que vraiment, ils emménagent dans leur maison, ils créent une famille, et ensuite tout le monde est dans la même pièce, ce qui fait que même les Pokémon, pour les personnes qui créent ces aventures, on va dire, dans le système nerveux, d'une manière à faire vibrer les personnes qui collectionnent, de créer des histoires, et pas simplement des combats. Parce qu'à la base, Pokémon, oui, en effet, c'était que des combats, et avec des badges, on a vu ça aussi avec la série, mais le fait de mettre les Pokémon au centre avec des humains ou même avec des environnements, je trouve ça extraordinaire, ça laisse vraiment l'imagination, et puis il y a des items et des séries et des sets qui nous donnent plus envie que d'autres. Donc c'est pour ça que depuis le début, en fait, depuis le début de cette vidéo, ça soit avec l'illustration de base, on a découvert Pokémon pour les combats, avec le Dracofeu set de base, on a vu des individus incorporer simplement leurs idées à travers le gameplay et ce que les joueurs attendaient. L'interview nous a démontré qu'on avait véritablement une sorte de création à partir de rien, et pas seulement prendre le Pokémon et le mettre d'une manière aléatoire. Et on voit que les artistes mettent en place une stratégie pour faire grandir les individus de tout âge pour qu'on soit entre guillemets attendri par les Pokémon, parce que c'est la génération numéro 1 en fait. On arrive à une génération où là on est en 2025, mais on va avoir plusieurs générations de Pokémon, il y en a déjà 9 je crois, donc c'est que vraiment on rentre dans un niveau où chaque personne voit simplement sa vie défiler avec les Pokémon. Mais j'ai trouvé mieux, car il n'y a pas que ça qui compte, c'est que maintenant, en termes de collectionneurs, on a vu qu'il y avait le Saint Graal. On voit qu'en janvier 2024, le 27, il y a Van Gogh et les Pokémon. Et là, on peut voir que ce Pikachu est à l'effigie d'une œuvre d'art. Histoire du Pikachu Van Gogh et un véritable coup de foudre artistique dans le monde Pokémon. Pour célébrer les 50 ans du musée Van Gogh à Amsterdam en 2023, un collaborateur des plus inattendus a vu le jour. Pikachu, la mascotte électrique adorée, s'est métamorphé en une adorable réinterprétation du feutre gris de Vincent Van Gogh. Coiffé de fameux chapeaux et tenant une poignée de tournesol, on voit vraiment qu'il y a une évolution extraordinaire autour de Pokémon. Pikachu a conquis le corps des fans d'art et de Pokémon du monde entier. Malheureusement, l'engouement fut tel que la carte promotionnelle exclusive distribuée aux visiteurs du musée a rapidement été victime de sa propre popularité, entraînant une frénésie d'achat et de rupture de stock. Malgré sa disponibilité limitée, le Pikachu avec Grey Fallout est devenu un symbole amusant et mémorable dans la rencontre improbable mais réussie entre deux icônes culturelles. Ça veut dire que là, on rentre dans un atmosphère où Pokémon n'est plus dans le jeu, n'est plus que pour les enfants, il touche plus que des adultes, il touche l'âme des collectionneurs au-delà de la peinture. Et je trouve ça super fort parce qu'aujourd'hui, on a besoin de rêve, on a besoin de s'évader, on a besoin de prendre du temps aussi pour sortir de la réalité. Et Pokémon le fait très bien. Et c'est pour ça que j'aime cette série. J'aime vraiment le contexte autour de ce qui se passe. Mais il y a quand même des bémols. Mais ce qui est important, c'est que on aime ça et qu'on passe du temps aussi à vivre ces émotions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo, de cette petite chronologie dans le temps entre les illustrations, les interviews. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a permis d'apprendre plus sur les Pokémon et de vous donner encore plus envie de collectionner ? Parce que moi, c'est clairement ça qui m'a envie de collectionner. C'est pas le fait que de garder du scellé, c'est pas que le fait de collectionner des cartes gradées. C'est de voir aussi qu'autour de chaque série, même si des fois on est un petit peu déçu, parce que des fois ils font un peu des remakes des mêmes Pokémon après les mêmes illustrations. Mais l'idée, c'est de savoir comment on peut vraiment collectionner. Il y a 1 milliard de choses à faire. N'oubliez pas, les amis, s'il vous plaît, pour faire grandir la chaîne, de mettre un petit pouce, de mettre des notifications si vous aimez mes vidéos et de vous abonner. J'avoue que j'ai lancé un défi, les 100 abonnés bientôt, car l'idée, c'est de faire grandir la chaîne, et il y aura d'autres contenus autour des items, autour des cartes gradées. Je fais des vidéos exclusives bientôt, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire, et puis à me féliciter si c'est des choses qui sont top, et peut-être me dire s'il y a des choses un peu moins bien. Donc voilà pour cette vidéo un peu chill, un peu cool autour du monde Pokémon. C'était Tom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire. Je vous dis à bientôt. Ciao.